Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Pendant toute la semaine précédant le départ de la Transat Café L'Or, Pause Report pose ses valises au Havre et passe en format quotidien avec 5 épisodes de mardi à samedi consacrés à la Transat en double qui s'élance dimanche 26 octobre à partir de 14h. Ces 5 épisodes sont présentés par The Sea Cleaners, organisation non gouvernementale suisse fondée en 2019, dont la mission est de protéger les océans autour de 4 axes. Le déploiement d'expéditions de collecte de déchets dans les zones côtières et en amont des océans, la recherche scientifique, la sensibilisation et l'éducation du grand public, tout en menant un plaidoyer international pour renforcer la lutte contre la pollution plastique. Dans cette optique, The Sea Cleaners est partenaire du Class 40 Ocean Connect The Sea Cleaners, qui sera barré sur cette Transat Café L'Or par le duo franco-belge Jean-Baptiste Ternon-Gaëtan Thomas. Pour toutes les informations sur les missions de l'association, rendez-vous sur theseacleaners.org. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 25 octobre, il est 9h05 et je vous souhaite la bienvenue pour le 5e et dernier épisode de Pause Café, l'édition hors série de Pause Report consacrée à la Transat Café L'Or et présentée par The Sea Cleaners. Nous sommes ce matin là où tout a commencé mardi, au Transat Coffee Club situé à l'entrée du PC Press au bord du bassin Paul Vatine et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'IMOCA et à une équipe en particulier, Paprec Arkea, puisque nous recevons le directeur général du groupe Paprec, Sébastien Petit-Huguenin. Salut Sébastien. Bonjour Axel. Avec nous également Romain Ménard, il est directeur de Team Spirit Racing, la structure qui gère le projet IMOCA. Salut Romain. Salut Axel. Et notre troisième invité, celui qui, avec Johan Richaume, mènera l'IMOCA Paprec Arkea à partir de dimanche entre Le Havre et Fort-de-France. Il s'agit bien évidemment de Corentin Auro. Salut Corentin. Salut. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation à maintenant une trentaine d'heures du départ de cette 17e édition de la Transat Café L'Or. Sébastien, on va commencer avec toi. Cette Transat, elle a une signification particulière pour Paprec, parce qu'il y en a eu beaucoup et il y a eu des victoires. Et nous, c'est une transat qu'on aime beaucoup, en tout cas que les bateaux Paprec ont beaucoup aimé. C'était un des lieux d'expression favoris de Jean-Pierre Dick, qui l'a gagné. Alors je dis 3 fois. 4 fois. Ça. À chaque fois j'en oublie une, mais c'est pas grave. 4 fois, et puis une super histoire pour nous. Et donc on a une très très belle équipe et on a très envie qu'ils refassent des très belles choses. Et pourquoi pas la victoire. Concevoir, j'ai toujours un peu aléatoire, mais en tout cas, ils sont motivés, non, Corentin ? Ah oui, ça c'est sûr, on est très motivés et on va essayer de faire ce que tu as dit. On va essayer d'aller chercher le plus haut possible sur cette Transat Café L'Or. Sébastien, hier, on recevait Franck Camas, quadruple vainqueur, comme Jean-Pierre, c'est le record de cette Transat Café L'Or. Je lui ai demandé quel était son meilleur souvenir de ces 4 victoires. Il m'avait parlé de la première en 2001. Ton meilleur souvenir à toi ? Alors moi, mon meilleur souvenir, c'est assez personnel, c'est la victoire en 2003. En fait, on a créé à cette occasion-là chez Paprec un truc un peu dingue qui s'appelle le Voyage des Castors d'Or. Mon père, qui dirige l'entreprise, est devenu fou à la fin de la première semaine de course. Il a convoqué tout le monde dans son bureau et il leur a dit donc les Castors d'Or, c'est chez Paprec les gens qui ont été les plus méritants dans leur poste pendant l'année, et on récompense toutes les catégories dans l'entreprise, du compagnon trieur à la chaîne jusqu'au directeur d'agence, donc une vingtaine de catégories. Et donc mon père a dit je la sens bien cette transat, on va la gagner, j'envoie tous les castors à l'arrivée. Donc faire un passeport pour, là à l'époque c'était le Brésil. Quand on est français, ça marche bien. On a des ouvriers qui venaient du Burkina Faso. C'était un peu plus rock'n'roll en une semaine. Et on est tous arrivés à Bahia. On est descendu de l'avion. On n'est pas passé par l'hôtel. On a été directement sur un Zodiac. On a traversé la baie de Bahia. Et comme l'orga avait ménagé un super suspense, on ne savait pas si c'était Veolia, notre principal concurrent, ou Paprec qui allait gagner. On a allumé les feux du bateau qu'on voyait arriver vers nous dans la nuit. C'était la bonne couleur, c'était Jean-Pierre, et c'est un souvenir indélébile. Voilà. Avec Nicolas Habil, si je me souviens la première, c'est ça, 2003 ? En 2003, non, c'était
C'est 2005 et c'est avec Loïc Et c'est Perron. avec Ah, Loïc c'est Perron, 2005 avec Loïc Perron. L'histoire, elle s'est prolongée, maintenant avec un nouveau bateau depuis maintenant 2 ans, à peu près Arkea. Vous avez fait deuxième, Romain, il y a 2 ans, avec, donc Johan était avec Yann Eliès, il y a 2 ans, avec ce bateau qui est dans le bassin juste à côté. Quelle saveur elle avait cette deuxième place à l'année de la mise à l'eau du bateau? Bah, écoute, elle avait la saveur du travail accompli en 2023. C'était un bateau qui était tout récent et une équipe toute récente aussi, puisque l'équipe avait tout juste 2 ans. Et on avait réussi à la fois en partant de zéro à monter cette équipe, à concevoir et à construire un bateau, et à être dans le match directement avec quand même Thomas Riant qui était sur un nuage à cette époque-là en enchaînant Jacques Vabre, Route du Rhum, Jacques Vabre. Donc c'était la satisfaction du travail accompli, puis une grande fierté de s'être hissé à ce niveau-là. Et toi, Sébastien? En En 2003. 2023, En la dernière. 2023. Quel souvenir tu gardes de l'édition 2023 et cette deuxième place derrière Thomas Ruyant et Morgan Lagravière? Bah, pour moi, c'était un marqueur de la progression de l'équipe. On était quand même encore tout jeune avec la nouvelle équipe et c'était très satisfaisant de voir qu'on jouait vraiment au meilleur niveau. C'était pas la première de Thomas, je pense. Il avait déjà gagné Il celle avait gagné en d'avant. 2021. Il Ouais. avait vraiment le package qui marchait bien. Donc voilà, on se disait qu'on démarrait fort. Bon, changement de co-skipper cette année. Corentin Auro, 36 ans, succède à Yann Eliès. Pourquoi ce choix? Comment vous avez fait ce choix, Romain, avec Johan? Bah, écoute, c'est un choix déjà collectif avec Paprec et Arkea. Et c'est un choix qu'on a beaucoup anticipé comme on aime bien faire dans le projet, puisque c'est un choix qui date déjà d'il y a un an. L'histoire elle est jolie parce que quand on a contacté Corentin, il était plutôt habillé de bleu et nous on avait un peu de rouge sur le bateau et on a vérifié qu'il n'y avait pas de conflit qui porte du bleu, enfin du rouge pardon avant de porter du bleu. Et puis bah, finalement au moment de signer le contrat, je dis à Corentin bon désolé, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas retenu pour aller chez les Bleus. Et puis bah, en fait en faisant l'année avec nous, ça s'est bien déroulé parce que finalement ça a fait tourner la roue. De manière positive pour Corentin. Nous, on cherchait quelqu'un de très sportif, de très dynamique et qui soit un peu complémentaire de Johan et qui en plus sache bien s'intégrer dans l'équipe. On est très attaché à la dynamique d'équipe et pour le coup, Corentin cochait les cases et a très bien rempli sa mission. Bon, on rappelle le contexte dont tu parlais, hein. Corentin était sous couleur Banque Populaire. Les couleurs bleues, c'est celle de Banque Populaire. Finalement, ils ont choisi un skipper, Loïs Béréard, mais Corentin a rebondi. On va en reparler. Corentin, quand on arrive dans cette équipe Paprec Arkea qui a l'habitude de gagner, qui se donne les moyens de gagner, est-ce qu'on se met un peu de pression? Bah ouais, comme tu l'as dit, ils ont l'habitude de gagner. Et pour moi, ce qui détermine vraiment la valeur d'une équipe, c'est les résultats. Depuis 2 ans et demi, on va dire, ils font des résultats assez incroyables. Donc ouais, ça met un petit peu de pression. Après, on prend un peu de recul et puis on se dit que s'ils nous ont choisi, c'est qu'il y a une raison. C'est pas que Romain Ménard, par exemple, a une vision qui est tombée du Saint-Esprit. Il s'est dit, ah bah tiens, il a une bonne tête, lui. Donc voilà, on essaye de se dire qu'on est à notre place et puis d'amener sa patte et de donner son maximum et surtout bien s'intégrer. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement, c'est assez fluide, donc pour l'instant c'est cool. On a beaucoup navigué avec Johan cet été et puis au printemps. On va essayer de mettre ces navigations en application sur la Transat qui reste quand même l'objectif principal. Vous avez enchaîné The Ocean Race Europe et la Transat Café l'Or. L'enchaînement, il est engagé? L'enchaînement, il est engagé. Alors pour nous, l'équipe a eu la bienveillance de nous mettre au repos. On n'a pas fait le convoyage depuis le Monténégro, donc on a pu récupérer un petit peu. Alors par contre, c'est sûr que pour Romain et ses équipes, ça a été plus compliqué. Ils ont vraiment fait un travail incroyable. Il faut vraiment les féliciter. Si on est là avec le bateau qui est prêt à partir dans la cartouche, entre guillemets, parce qu'on s'attend à des grosses conditions, c'est vraiment grâce à eux, donc il faut leur rendre ça. Donc on va essayer de mettre la barre très haut nous sur l'eau pour leur faire plaisir et les féliciter. Sébastien, tu voulais ajouter quelque Ouais, chose? moi je voudrais rajouter quelque chose sur les histoires de transmission. Alors ça me touche particulièrement parce que chez Paprec, nous on est la deuxième génération avec mes frères et mon père nous transmet la direction de l'entreprise. Et je trouve que l'histoire qui s'écrit là avec Corentin et Johan d'une transmission intelligente dans lequel en fait réussir, c'est aussi réussir à bien transmettre. Nous, on va transmettre le bateau. Et je crois que toute l'équipe, Romain, Johan, ils avaient à cœur de bien transmettre le bateau. Et là, je trouve que ça se fait dans des conditions qui sont excellentes. Il y a eu The Ocean Race Europe. Maintenant, il y a cette Transat. Je pense que Corentin, il va partir avec un nouveau bateau qu'il va maîtriser sur
voilà, le bout des doigts. Il aura sûrement des idées d'ailleurs pour continuer à l'améliorer, mais voilà, ça nous fera un concurrent difficile à l'avenir. Mais je trouve que l'équipe met un point d'honneur et je suis très fier d'eux là-dessus à bien transmettre et mettre Corentin dans les meilleures conditions pour la suite. Justement, vous formez quelque part un futur concurrent sérieux sur le Vendée Globe 2028. Romain, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez à l'esprit au moment de proposer ce rôle de co-skipper à Corentin? Non, parce qu'on a pour habitude de se simplifier la vie et de pas se faire des nœuds à la tête avec des trucs compliqués. Donc, si tu veux, je préfère que la transmission, comme le disait Sébastien, se passe bien. Les ventes, c'est quand même un enjeu important pour celui qui vend, pour celui qui achète. Donc, je préfère que ça se passe bien et puis qu'on se fasse pas des nœuds à la tête à se dire ah bon, on va lui cacher ça parce qu'en fait, ça sera plus simple pour le futur. Non, l'objectif, c'est déjà l'objectif sportif de la saison. Donc, Corentin soit bien dans ses chaussures et qui nous aide à gagner cette course-là. Et puis qu'on vende le bateau correctement parce que c'est un enjeu financier important. Et puis après, on se concentrera sur la suite. Et puis écoute, Corentin, il nous aide aussi à élever notre niveau. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Hein. Je partage complètement cet avis-là et j'ai déjà eu plusieurs l'occasion. Je trouve que c'est voilà, la collaboration. Il y a la compétition, mais il y a aussi la collaboration. Sur de la course au large, on est confronté à un niveau d'aléa qui est important. Bah, finalement, l'objectif, c'est d'être les meilleurs possibles. Et puis après, le hasard, les éléments font parfois un peu leur tri. Donc si demain, au départ du Vendée, un Corentin, on a pu peut-être collaborer sur un certain nombre de choses entre l'ancien bateau qui sera très optimisé et le nouveau bateau et apprendre des choses ensemble, bah, on aura des packages. S'ils sont au-dessus de la concurrence, et ben après, le sport donnera sa loi. Mais il faut profiter des occasions de collaborer, de coopérer pour grandir. Je pense qu'il y a des sujets autour de la sécurité de ces bateaux qui restent des Formule 1 des mers sur lesquels la collaboration entre les équipes peut continuer à s'intensifier. Donc, ça a du sens de collaborer. On rappelle donc que Corentin, tu seras à partir de 2027 le skipper de ce bateau sous les couleurs de MACSF. J'imagine que ça change forcément un peu la donne quand tu t'intègres dans ce projet. C'est que tu te projettes bien évidemment sur la suite. Bah ouais, ça change la donne, mais comme l'a dit Romain, ça s'est fait. Voilà, il y a personne qui a trop réfléchi. Ça se fait naturellement en fait. Hein. J'imagine mal Johan en pleine The Ocean Race Europe me dire bah non, je vais pas te donner le réglage là, alors qu'il y a un petit copain à côté. Donc Johan, c'est un grand compétiteur et il a toujours été à fond. Alors bien sûr, c'est à moi d'ouvrir les yeux et les oreilles pour aller chercher les informations, mais aussi de poser les bonnes questions. Et ils n'ont jamais été avares de réponses et de conseils, que ce soit Romain, Johan, le bureau d'études également avec Gauthier Lévis. Donc non, je suis conscient que je suis privilégié, mais comme l'a dit aussi Sébastien, bah, c'est comme ça qu'on avance et qu'on devient plus fort. C'est les collaborations qui amènent à la performance. Raconte-nous un peu la découverte de ce bateau. Alors la découverte de ce bateau, c'est vrai que c'est très compliqué. Quand on se dit ouais, on est un petit peu un des cadors de la classe Figaro, bah, on va arriver en IMOCA, ça va être facile. Et en fait, pas du tout. Les bateaux sont très compliqués parce que ils volent sur une patte. Donc il y a beaucoup d'apprentissage entre la quille, les foils, les safrans, un grand nombre de voiles. Donc au début, je suis arrivé un petit peu avec du recul en observateur. Et puis petit à petit, on prend de l'aisance, on essaye d'apporter des conseils, on donne ses feelings. Et tu vois, la petite anecdote, c'est que j'avais jamais réussi à bien dormir à bord depuis tout ce temps. Et c'est que sur le convoyage ici pour venir que j'ai fait des grosses siestes où je me suis senti bien reposé. Donc il en faut du temps avant d'avoir confiance dans les bateaux, etc. quoi. Donc c'est pour ça que c'était bien de commencer cette collaboration le plus tôt possible. Vous avez beaucoup navigué cette année, comme tu le disais. Aujourd'hui, on vous considère comme les favoris. Alors nous, dans notre article hier, c'était vous, ex-aequo, avec Massif Santé Prévoyance. Et Romain, Sébastien, si je vous dis que Corentin et Johan sont les favoris, vous êtes d'accord? Oui, alors c'est vrai qu'on se posait la question cette semaine, même si honnêtement on n'en fait pas une obsession là aussi, on se fait pas des nœuds à la tête. Il y a quand même un plateau qui est assez homogène et avec un groupe de leaders qui peuvent vraiment pousser fort le bateau, et puis il y a aussi le côté un peu condition. Nous, on assume le statut de favori. Après, on a aussi beaucoup d'humilité. On sort d'une période qui a été très intense. Donc, on sait que la fiabilité, elle compte très fort aussi. Mais on assume le statut de favori. Et puis, on aime ça parce qu'on vient pour ça. Donc, et Massif, forcément, c'est notre concurrent préféré. Charal a beaucoup progressé cette année. Voilà, il y a plein de gens à citer de valeur. Ouais, moi, je voudrais rajouter, il me semble que ce qui est intéressant, c'est que le développement du bateau ne s'est jamais arrêté. À nouveau, c'est pas parce qu'on prépare un nouveau bateau qu'on a arrêté de développer le bateau actuel.
Et on avait fait ce choix aussi assez fort, hein, de donner du temps aux architectes pour intégrer les données qui étaient issues de la campagne Vendée Globe. Donne Ça, pas tous les secrets, hein. ça nous pénalise parce que évidemment dans le programme sportif, le fait de ne pas pouvoir faire le ROM est un choix, on va dire en termes de retombées fort, qu'on assume clairement. Mais par contre, cette équipe, elle s'est donné du temps pour continuer à optimiser le package et bien travailler sur le bateau. Donc clairement, on fait partie des favoris. Et puis deuxième élément pour moi, là les bateaux, ils arrivent quand même dans des phases de maturité, je trouve, et on commence à distinguer des bateaux qui ont des vrais points forts dans certaines conditions. Et donc c'est probable que un peu en fonction des conditions, ce sera plus facile pour certains bateaux très performants de sortir leur épingle du jeu. On a beaucoup poussé les curseurs, amélioré la fiabilité des bateaux. Le dernier Vendée était emblématique à cet égard. Et donc là, bah, il y a l'aléa habituel, la casse, etc. Et puis il y a aussi peut-être un peu de réussite sur les conditions météo qui vont favoriser l'un ou l'autre bateau. Nous, j'ai envie de prendre ça positivement. On a un peu souffert, même si le résultat était flatteur sur The Ocean Race avec cette très belle deuxième place dans des conditions. Bon, le prêt dans la molle, je suis pas sûr qu'on avait vraiment fait le bateau pour ça. Et là, on aimerait bien rigoler un peu plus, ou en tout cas que ça soit un peu plus sympa pour Johan et Corentin. Là, ils ont un peu été à la limite sur The Ocean Race. Si sur la Jacques Vabre, ils pouvaient avoir un peu de portant dans la brise, je crois qu'ils seraient contents. Bon, bah, tu fais les transitions pour moi, Sébastien. On va parler de ces conditions demain. Les Ocean 50 partent cet après-midi parce qu'il va y avoir beaucoup d'air. Raconte-nous un peu à quelle sauce vous allez être mangé en manche et après sur les premiers jours de course, Corentin. Bah déjà, quand on s'engage sur une Transat Jacques Vabre, on signe Café L'Or. Pardon, Transat Café L'Or, on signe en mars et bah on sait à quelle sauce on va se faire manger. Ce serait impensable de penser partir d'ici du Havre en début novembre avec un beau petit temps, un beau petit vent d'est sur un anticyclone. Donc là, bon bah voilà, on est dans le vif du sujet. Ça va être fort d'entrée de jeu avec 25 nœuds et des rafales à 30 nœuds déjà ici sur le départ. Et puis la nuit de dimanche à lundi va être un petit peu bestiale. Quand vous allez vous réveiller lundi matin, on verra les dégâts, mais non, on va essayer de pousser le bateau à fond. On sait comment Johan fonctionne, mais j'aime bien cette manière de fonctionner. Donc voilà, on va essayer de passer cette première tempête entre guillemets dans la Manche. Après, on a un petit répit avec une dorsale, donc c'est-à-dire un peu moins de vent dans le golfe de Gascogne. Et puis après, rebelote, il y a une petite dépression à gérer au large du Portugal avant d'arriver aux Canaries. Donc, avant de parler d'Alizé, on a Un bon dossier. une petite entrée et un bon plat de résistance, on va dire, avant de passer au dessert dans l'Alizé. Sébastien parlait des conditions plus ou moins favorables au bateau. Est-ce que ces conditions de départ, elles sont plutôt favorables à Paprec Arkea? Bah ouais, je crois qu'ils ont pensé un bateau pour le vent fort, pour le Vendée Globe. Donc oui, je pense qu'on a un bon bateau pour ce début de course. On verra si l'Alizé est fort ou pas, mais en tout cas le portant c'est déjà mieux pour notre bateau. Donc à nous d'utiliser ce bateau au mieux possible sans bien sûr casser le bateau. Alors après, Johan m'a dit c'est toi qui iras voir dans la soute avant. Après le coup de vent, vu que t'es plus petit, pour voir si on a de la strat à faire, mais mais voilà, ça met un peu l'état d'esprit du chef. Non, mais je pense il faut quand même dire que ces bateaux ont une certaine brutalité, ou une vraie brutalité. C'est pas pour rien qu'on met les sièges de veille sur des vérins, c'est que ça secoue fort. Et je voudrais redire, nous, là, on aura tous ce petit pincement au cœur quand ils vont partir parce qu'on sait que le début de course et en Manche, il y a moins d'escape que dans d'autres parties de la course. On aura ce petit pincement au cœur à les laissant partir parce qu'il y a un vrai engagement dans cette classe et ce que font ces marins est extrêmement remarquable, très, très exceptionnel. Et je pense par pudeur, les marins n'insistent pas sur cette partie-là, mais il ne faut pas non plus l'occulter parce que c'est un vrai engagement. Tu confirmes, Corentin? Ouais, c'est très très violent, mais alors après, ça va être assez court, ça va être entre 10 et 12 heures, mais ouais, je pense qu'on aura les casques et les genouillères à bord.
Mais voilà, ça fait partie de la course au large d'avoir des moments comme ça. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'on a eu plutôt des conditions assez faibles ou médiums depuis que je suis sur le bateau. Donc, voir ça et apprendre dans ces conditions-là, et surtout apprendre de Johan dans ces conditions-là, c'est important pour moi. Et comme ça, j'aurai eu la transmission complète, on va dire, le package complet. Et d'ailleurs, je me suis trompé sur la date, c'est à partir de l'année prochaine que tu es skipper Exactement, du bateau, pas 2027. Sébastien, vous avez annoncé avec Paprec il y a quelques mois un nouveau bateau. Pourquoi ce choix? Donc vous serez tout seul, Arkea se retire à l'issue de ce cycle. Pourquoi ce choix de refaire un nouveau bateau et de repartir sur 4 ans avec Johan? Et ce choix de repartir, c'est parce que avec Johan et avec Romain, on a le sentiment qu'on peut faire mieux que la dernière fois. On voudrait pas le refaire pour le refaire, on veut le refaire pour le gagner, ou en tout cas pour être digne de le gagner. On rappelle que vous avez fait deuxième quand même la dernière fois. C'est ça. Et c'était, j'aime bien l'expression de Romain, en avance sur le BP, un peu, en tout cas pour une première, c'était clairement pour nous une très très belle réussite et non seulement une deuxième place, mais en ayant été en capacité d'être le trouble fait de la très belle victoire de Charlie Dalin pendant au moins une partie de la course. Donc ça c'était très chouette. On a le sentiment qu'on peut faire mieux, et deux, Paprec est passionné de technologie, d'aventure humaine et de technologie, et ces projets ils ont les deux, et on a le sentiment que du point de vue de la technologie il y a encore des choses à inventer, il y a encore des innovations à pousser, et notre projet il est autour de l'innovation, de la possibilité de développer ces outils incroyables que sont ces bateaux d'une très très grande complexité, comme Corentin le disait. Il faut quand même beaucoup et d'ingénierie et de savoir-faire marin pour comprendre comment ça marche, et du coup aller chercher la perf sur ces bateaux. Romain, on en est où sur ce futur nouveau bateau? Bah écoute, là en ce moment, on est absolument émerveillé puisqu'on vient de démouler le moule. Et du coup, j'ai eu les premières photos hier et c'est vraiment beau. C'est déjà parce que le travail des compagnons à Lanester et à Vannes est absolument remarquable. Et puis là, on commence à découvrir les vraies formes. Ce moule va être transporté à Vannes la semaine prochaine. Il va être calé, donc il y a tout un travail de préparation avant de commencer la construction du bateau qui commencera dans 3 semaines. Et en parallèle, les premières pièces, cloisons vont débuter. Donc ça y est, on commence à voir les formes du bateau et c'est vraiment chouette. C'est un moment sympa. Lors de la conférence de presse d'annonce de ce nouveau projet il y a quelques mois, Sébastien, au siège de Paprec à Paris, Johan laissait peut-être entendre qu'il s'alignerait peut-être sur la solitaire du Figaro Paprec l'année prochaine. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? Oui, on l'a confirmé. Écoute, le fait de ne pas faire la route du Rhum en IMOCA et le programme en IMOCA 2026, moi j'ai eu 2 secondes de déception, et en fait après je me suis dit finalement c'est une opportunité pour se concentrer sur la conception et la construction de ce nouveau Paprec, parce que c'est toujours un peu schizophrénique d'avoir ton équipe sur le bateau en exploitation et puis tu te dis j'aimerais bien les couper en deux ou les dupliquer pour les mettre sur la conception et la construction du nouveau bateau. Donc là au moins c'est clair, l'objectif est clair. Malgré tout, dans l'ADN de l'équipe, il y a la technologie, on l'a dit, mais il y a avant tout le sport et la compétition. Et on a toujours essayé de se dire, quand on a des périodes de construction, ça fait partie de notre métier, il faut quand même qu'il y ait ce fil rouge sportif pour la dynamique de Johan, pour la dynamique de l'équipe. Et la solitaire du Figaro Paprec, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre. Et puis on avait envie aussi de renouer un peu avec cette tradition des marins un peu plus capés ou confirmés, on va dire, qui reviennent se confronter aux jeunes pousses qui, eux, sont en train de faire leurs armes. Et là, pour le coup, on remet le métier sur l'ouvrage. Il va falloir de l'humilité aussi parce que ça va pas être facile pour Johan. Et c'est très enthousiasmant pour nous. Et puis, c'est vrai que c'est vertueux avec Sébastien et ses équipes, évidemment. Et c'est une course que vous n'avez pas encore gagnée, Sébastien. Alors, c'est une course qu'on n'a pas encore gagnée. On aura envie que Johan fasse le mieux. Il a déjà été très, très performant avec de belles victoires sur la solitaire du Figaro Paprec. Pour être très honnête, moi, j'avais rêvé de ça, c'est-à-dire que Johan revienne. Et c'est lui qui l'a proposé. Et c'était chouette parce que je trouve que quand on est un grand champion, mais qu'on s'est un peu éloigné on dit en Figaro, on fait ses gammes. On est vraiment dans le développement technique, etc. Revenir avec tous les morts de faim là, du circuit qui font que ça, qui sont au taquet, et remettre sa réputation en jeu. Je trouve que c'est une belle valeur du sport. Je ne sais pas si tous les très grands sportifs sont capables de ça, mais nous, dans la voile, on a des marins qui sont capables de ça. Johan, un très bel exemple. Il y a peut-être d'autres à qui ça donnera aussi envie d'aller refaire ses gammes avec les morts de faim, et je trouve ça génial.
Bon, c'est un double vainqueur de solitaire. Là, on en a un simple vainqueur, mais une belle victoire en 2023. Corentin, bon, toi, j'imagine qu'en 2026, c'est pas au programme la solitaire. Quel va être un peu le programme de MACSF, pardon. Et est-ce que le bateau va subir des modifications cet hiver? Et bah ouais, j'aurais bien aimé faire la solitaire vu qu'Yoann revient, mais ça va pas être possible. J'ai la chance de pouvoir moi faire la route du Rhum sur ce bateau. Ils me font une belle passe décisive, donc on va essayer de marquer le but. Mais ouais, voilà, c'est une saison complète et puis ça va être à moi de gérer le projet avec Alain Gauthier. Et donc changement de couleur cet hiver. On va pas faire beaucoup de modifications. Alors c'est peut-être en train de changer. J'essaye de pousser pour qu'il y ait 2-3 petites modifs, mais pas énormes. On aura sûrement des modifications après la route du Rhum entre 2026 et 2027. Mais voilà, on va essayer d'utiliser ce bateau comme il est au mieux jusqu'à la route du Rhum. Donc sûrement Bermude Mille Race, Vendée Arctique et route du Rhum. C'est pas encore tout à fait calé, mais ça s'oriente comme ça. Est-ce que tu es en train de structurer un peu ton équipe? Tu vas te faire accompagner? Comment raconte-nous un petit peu. Alors, c'est pas moi qui gère ce volet-là. Ouais. On peut pas mener toutes les batailles, on va dire. Ouais. Donc, voilà, pour l'instant, je me concentre vraiment sur cette Transat Café L'Or. C'est vraiment un objectif de réaliser une performance. Et puis, on verra ensuite. Mais oui, en temps masqué, c'est en train de se mettre en place, voilà, tout doucement. Un petit mot pour finir, Romain. Benjamin Dutroux était là il y a 2 jours pour annoncer lui aussi son nouveau projet IMOCA. Il va construire donc un nouveau bateau dans les moules du futur Paprec. Il y a aussi une collaboration qui a été annoncée avec votre équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, écoute, le projet de construction de ce nouveau Paprec, on l'a lancé il y a 1 an et demi. D'un point de vue très pratique, en allant voir les chantiers, ainsi de suite. Et on avait mis comme postulat, cette fois-ci, on avait quand même le luxe du temps et d'optimiser les ressources, à la fois financières et puis en termes de... On parle d'analyse de cycle de vie sur les bateaux IMOCA, donc on avait cette conscience-là et cette volonté-là de vraiment optimiser et d'être vigilant sur ce bilan-là. Et donc, on avait fixé comme objectif d'avoir un sister ship du bateau. Ça a été un projet un petit peu laborieux à mettre en place et Benjamin et son équipe sont arrivés et pour le coup ça a été vraiment une belle histoire qui s'est faite rapidement. On est hyper enthousiaste de travailler avec eux. Là aussi il y a une belle histoire de collaboration qui est en train de se mettre en place et puis c'est vrai que c'est compliqué parce que les projets IMOCA en eux-mêmes sont compliqués et très longs et faire 2 bateaux dans un timing qui convient à tout le monde parce que c'est vrai qu'on a tous les mêmes échéances, c'est pour les mêmes programmes, les mêmes courses. C'est quelque chose où il faut lâcher un petit peu de l'est de tous les côtés et je crois qu'avec l'équipe de Benjamin Fourcade, ça va bien collaborer, ça va bien travailler, on s'est bien trouvé. Nous on est ravis parce que d'un point de vue environnemental ça fait, comme Romain le disait, progresser ces projets. C'était un objectif d'y arriver, ça a été plus long à faire atterrir que prévu, mais vraiment très satisfait de voir ce point de passage là. Le mot de la fin pour Corentin, départ dans un peu plus de 24 heures. C'est quoi le programme jusqu'à demain aux alentours de 14 heures? Le programme, il est assez basique. Un peu de médias grâce à Isabelle et puis de la météo et un petit peu de repos. On va essayer de caler quelques plages de repos. Micro, météo, dodo. Exactement, c'est ça. Dodo, ça marche bien. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, pour ce 5e et dernier épisode de Pause Café. On vous remercie. Je remercie mon assistant Pierre-Yves Lotrou qui a troqué, qui est à la régie, comme on dit, à la régie Pierre-Yves Lotrou. Et quant à nous, on se retrouve pour mardi prochain. On va reprendre le cycle normal de Pause Report et ça sera Maxime Cogny qui sera aux manettes parce que je vais faire une petite pause de quelques jours. Allez, bonne journée à tous et bonne Transat Café L'Or à tous les 3. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!